Et nous revoici à Castelnau-le-Lez où nous allons découvrir Monsieur Marco Bertossi qui va nous présenter sa cave à vin, qui va nous parler de son histoire, de sa passion dans sa cave à vin Art de Vin. Bonjour Monsieur Bertossi, ravi de vous rencontrer aujourd'hui. Donc aujourd'hui Sortir en vidéo a décidé de vous rencontrer et qu'on voudrait savoir un peu votre histoire et qui vous êtes et votre cave. Alors moi je suis maître sommelier, c'est-à-dire un sommelier d'expérience, puisque pour être maître sommelier il faut avoir 20 ans d'expérience. Voilà, donc j'ai un parcours assez ouvert sur la sommellerie. J'ai commencé en 86, je suis allé travailler pendant 6 ans à la Tour d'Argent. J'ai fait de la formation, j'ai travaillé en cave, j'ai fait une formation de commerce international. Enfin voilà, j'ai un regard assez panoramique sur le vin et j'ai décidé donc d'ouvrir une cave qui me ressemble, qui me permet en tout cas de choisir les vins que j'ai envie de choisir, c'est-à-dire des vins vertueux. Et vous travaillez avec les commerçants, les producteurs d'ici? Alors je travaille avec une bonne partie des vignerons d'ici. Je dirais que je suis à 60% des vins de la cave, ce sont des vignerons locaux. Ensuite, j'ai des vignerons d'autres régions, de Bourgogne, de Bordeaux, du Sud-Ouest, de Provence. Enfin bon, très ouvert sur toute la France, mais aussi sur une petite partie étrangère. Quelques champagnes, bien sûr, et puis une petite gamme de spiritueux. Voilà, donc le mieux, c'est qu'on rentre à l'intérieur pour la découvrir. Allons-y. Je vous en prie. Ici sont tous les vins rouges régionaux. Et là, plutôt que de privilégier 15 pics Saint-Loup différents, puisqu'on est donc à Montpellier, j'ai voulu avoir une ouverture sur près de toutes les appellations et tous les profils de vin donc, de la région, avec des typicités différentes, des cépages différents, des terroirs différents, des approches différentes. Donc chaque vigneron ici a sa personnalité et on fait le tour. Alors ça va des vins du Pic Saint-Loup bien sûr, des Saint-Drézery, on peut partir sur les terrasses du Larzac. Vous voyez là on est sur les terroirs plutôt de Pézenas, avec les fameuses terrasses de basalte. De ce côté-ci Saint-Saturnin, Fougères, Saint-Chinian, la Clappe, après le Narbonnais bien sûr avec les Corbières, le Minervois, on part sur le Cabardès, voilà. Et après donc le Roussillon, on ne va pas oublier le Roussillon non plus parce qu'il y a aussi de très très belles productions dans le Roussillon, et là aussi on a des vignerons avec beaucoup de personnalité et des vins très singuliers avec des belles terrasses de schiste aussi sur la Côte Vermeille ou sur les zones donc proches de Mory. Voilà ici donc des vins rosés, pardon. Alors les vins rosés, on ne va pas les négliger parce que c'est des vins qui sont importants pour nous. Ce sont des vins donc d'été. Quand il fait beau ici, on n'a envie que de vins rosés. Donc voilà. Mais là aussi, voilà, absolument. Et là aussi, on a envie de rosés de qualité parce que dans les rosés, c'est comme pour les vins rouges et les vins blancs, vous avez des bons vins et d'autres qui ne sont moins. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance un petit peu à mépriser les rosés en disant que c'est pas du vin ou je ne sais quoi. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que les vins rosés, on leur place sur une table, à l'apéritif, hors du repas. Ce sont des vins désaltérants, ce sont des vins qui peuvent aussi se conjuguer avec des accords mal-aimés. Bref, les vins rosés ont vraiment pignon sur rue. Et puis on a des vins très différents. On va avoir des vins très très pâles. Vous voyez par exemple à l'image de ce costière, une rose, qui est un vin donc avec donc c'est des vins de pressurage direct, donc c'est-à-dire on les presse directement et donc on va avoir très peu de coloration qui va sortir, donc on va avoir des vins très très pâles. Là on va avoir beaucoup de fraîcheur donc dans ces rosés là et à contrat. Voilà, c'est idéal pour ça, puis pour l'apéritif, et puis ça va très bien aussi sur des poissons. Et quand on veut des vins avec un petit peu plus de rondeur, vous voyez, on peut aller sur des vins un peu plus colorés. Bon, j'ai mes fiches qui tombent, ne vous inquiétez pas. Par exemple, on peut partir sur un joli Fougère ici. Vous voyez, ici, on a déjà donc, des notes un peu plus colorées. Donc c'est lié à la fois à l'encépagement, Syrah, Grenache, mais c'est surtout dû donc, au fait que ce sont des macérations courtes. Et donc tout de suite, on a un peu plus de couleur, donc on a des vins un petit peu plus ronds. Et est-ce que la couleur va varier avec le goût? Alors forcément, il va y avoir un peu plus de fruits rouges sur ces vins-là, alors que les autres seront plutôt sur les notes un petit peu fruits blancs, ça peut aller sur plus de minéralité aussi. Donc en général, aujourd'hui, la tendance, si on doit avoir des tendances, c'est plutôt des rosés assez clairs, parce que les gens vont plutôt sur des rosés d'apéritif, et ce sont des rosés qui se marient beaucoup plus en apéritif, vous voyez, à travers des petits barbecues, des choses comme ça. Les autres, les macérations, en fait, traditionnellement dans la région, on fait plutôt des vins colorés. Mais on commence à avoir une tendance à aller sur du clair, parce qu'il y a une demande commerciale. Donc voilà, il ne faut pas la négliger. Et puis, vous avez encore des vignerons, des réfractaires. Vous voyez, ici, nous avons donc Johan, qui est un vigneron qui travaille, lui, du côté de Béziers, sur une approche presque vin nature. Alors, ce sont des vins qui sont très colorés. On appelle ça des clairets,
parce que là les macérations sont beaucoup plus longues et on va essayer justement de retrouver des vins avec un peu plus de rondeur, un peu plus de coffre. Et là sur des viandes rouges, c'est merveilleux, on peut le servir frais, c'est pas vraiment un vin rouge parce qu'on n'a pas les tanins des vins rouges, donc c'est vraiment un vin. Et par contre on va avoir beaucoup de fruits. Voilà. Il y a un tout petit peu de gaz carbonique, donc il faut le mettre en carafe parce que ce sont des vins nature, pas de soufre. Mais voilà, on a beaucoup de plaisir à travers cette approche donc, de vin rosé. On peut aussi consommer un rosé avec une viande rouge sans être un rouge en fait. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, on ne mélange pas de tout, mais les rosés offrent une palette d'accords très intéressants. Voilà. Et vous avez des blancs? Alors des blancs, de ce côté-là. J'ai voulu regrouper tous les blancs donc, au même endroit, comme ça on va avoir un regard. Alors les blancs, j'ai à peu près moitié-moitié, moitié vin de région, moitié hors région. Pourquoi? Parce que nous sommes moins une région à blanc qu'à rouge ou à rosé. Hein. Globalement, entre 10 et 15% de nos vins sont des vins blancs, donc c'est vraiment la minorité. Par contre, on va avoir aussi une offre assez ouverte, et là on va trouver beaucoup de vins de pays, très originaux. Pourquoi? Parce qu'avec les vins de pays, on va pouvoir associer des cépages qu'on n'a pas l'habitude d'appréhender ici, ou alors on va avoir une ouverture sur d'autres profils de cépages et d'autres profils de vins. Après, quelques AOC aussi très typiques, comme le Picpoul de Pinet, par exemple, hein, qui est vraiment le vin des coquillages, mais pas seulement, hein, puisqu'on peut le mettre sur un petit fromage de chèvre, sur un poisson grillé, évidemment. Et puis, on peut aller aussi sur des laclapes, là, sur les massifs calcaires, avec des cépages comme le Bourboulin, par exemple, qui est un cépage qu'on va retrouver traditionnellement donc, dans cette région-là, ici avec une petite vinification en barrique qui apporte un petit peu de coffre et de texture. Voilà. Et on a quand même beaucoup donc, de vins de pays. Et on va associer des Viogniers, des Roussanne et des Marsanne. Vous voyez ici sur des contreforts des Cévennes avec Aurenia, un très joli vin avec des arômes de pêche, c'est très agréable. On peut aller sur les Souls, qui est un Terrasse du Larzac. Sauf qu'il n'est pas en appellation d'origine parce qu'on va associer des cépages comme le Chardonnay, qui n'a pas le droit à l'appellation dans la région, sauf pour Limoux, du Viognier, de la Roussanne, et même du Chenin Blanc, qui est un cépage du Val-de-Loire. Vous voyez comme quoi, dans la région, on va pouvoir trouver des cépages qu'on n'a pas eu l'habitude d'appréhender et qui vont donner des vins vraiment très intéressants. Voilà. Et puis le Roussillon aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que dans le Roussillon, on a encore des vieux grenaches gris, et ça c'est très intéressant. J'aime beaucoup les vins des côtes catalane, par exemple, ici le domaine de la Providence. Et le goût est différent par rapport à notre région? Alors, le Roussillon, disons que les Roussillons vont avoir des terrasses de schiste. Les cépages comme le Grenache gris ou même le Macabeu ici vont donner des vins avec un peu plus de rondeur, des jolis petits amers en bouche. Ici, on peut retrouver ce même profil de vin, mais on va retrouver plutôt dans le Languedoc une grosse offre sur des vins, plutôt sur des vins de pays, qui vont offrir justement des palettes très ouvertes. Alors ça va être des vins assez vifs, comme le Picpoul de Pinet par exemple, mais ça peut être des vins plus ronds, comme la Clappe. Donc en fait c'est très ouvert, c'est très varié, et on peut aussi retrouver dans le Roussillon, pourquoi pas, quelques vins de pays, des muscats secs par exemple, ou des choses comme ça. Forcément là aussi on peut avoir une diversité importante. On est assez ouvert. Et vous nous avez dit que vous aviez des vins internationaux? Des vins internationaux, oui. Alors, j'ai des vins du monde. Alors, pourquoi? Voilà. Pourquoi? Je vais vous montrer. Juste avant de passer aux vins internationaux, il y a une belle palette de champagne. Il ne faut pas oublier les champagnes, mais nos effervescents, parce qu'on n'en parle pas assez. Mais on a un effervescent dans la région qui est délicieux. C'est la blanquette de Limoux. Et ici, le domaine d'Elmas, qui travaille en bio, qui fait une blanquette merveilleuse. Je peux vous dire qu'à l'aveugle, parfois, on peut s'y tromper. Vous voyez, et notamment aussi avec le crément de Limoux, où on va associer un peu plus de chardonnay et qui vont donner des effervescents avec un peu plus de coffre. Donc, on va se rapprocher un peu plus du champagne. Et voilà, ce sont des effervescents intéressants. Et la blanquette ancestrale, le plus vieux mousseux de France, enfin de la région, c'est les premiers mousseux, parce qu'autrefois, on faisait les mousseux de façon très spontanée, comme ça, là, et on avait toujours un petit peu de sucre et très peu de gaz carbonique, parce qu'on ne connaissait pas, si vous voulez, la méthode champenoise. Et donc, ce sont des vins moelleux, pétillants, très peu alcoolisés, qui vont très bien sur les desserts, parce que le sucre, c'est du sucre du raisin. Voilà. Donc, les champagnes, bien sûr, avec une déclinaison, donc on ne va pas faire le tour, mais des champagnes blancs de blanc ou des blancs de noir, blancs de blanc plutôt à l'apéritif, des blancs de noir plutôt pour le repas. Et puis, donc, on va revenir à nos vins internationaux. Là, l'idée sur les vins internationaux, c'est d'aller justement chercher des cultures. Alors, si c'est pour faire un Cabernet Sauvignon, une Syrah ou un Chardonnay ailleurs, ça ne m'intéresse pas spécialement. Par contre, montrer la culture de différents pays. Alors, en Italie, bien sûr, qui est l'autre pays du vin, l'Espagne.
hein, qui est aussi un pays très important, qui est aussi à l'origine de nombreux de nos cépages, hein, comme le Mourvèdre ou le Carignan, ça vient d'Espagne, il faut le savoir. Et puis, en dehors de ça, on a aussi des vignobles qu'on connaît beaucoup moins par ici. Par exemple, la Grèce. La Grèce, ici, par exemple, j'ai un vin de Santorin. Vous voyez, c'est un Assyrtiko, c'est le cépage. Et Santorin a un souci particulier, c'est que c'est une île volcanique. C'est une île où il y a beaucoup de vent. C'est une île aussi qui est très, très ensoleillée. Et donc, il nous faut un cépage qui a une très, très belle acidité pour pouvoir résister à ces profils assez compliqués donc, au niveau climatologie. Et l'Assyrtiko est parfaitement adapté. Ça donne des vins avec une jolie vivacité. Et en même temps, là, travailler comme on les travaille aujourd'hui un petit peu à la bourguignonne, ça leur donne aussi un petit peu de coffre. Et voilà, c'est un intérêt de lecture. Puis on a aussi des vins un peu plus germaniques, hein, comme ici un Grüner Veltliner, donc de chez Marc Brandelmeier. Vous voyez, ça, ce sont des vins qui sont là aussi culturellement très ancrés. Hein. L'Empire austro-hongrois, c'est un empire... c'est des anciens producteurs de vin, hein. Ça a toujours été des producteurs de vin, et notamment avec le fameux Tokaj de Hongrie, des grands liquoreux magnifiques, hein. Ce qu'on appelait le vin des princes, hein. Et voilà, ce sont de très très vieilles traditions de vins liquoreux, et ça faisait partie effectivement des vins qu'on échangeait avec nos grands liquoreux, nous en France, et on avait à l'époque le Frontignan, qui était l'égal des grands sauternes, qui était l'égal aussi de ces grands vins danubiens, ici en l'occurrence le Tokaj de Hongrie. Voilà, donc après on pourrait parler effectivement des vins portugais, le Portugal aussi un très très bon producteur, et puis les vins du Nouveau Monde, mais avec une approche quand même vigneron, parce que j'aime pas, si vous voulez, les vins industriels, les vins, j'allais dire, conventionnels, on sait un peu plus ou moins ce qu'on va avoir comme vin, un petit sauvignon avec des arômes de citron, d'agrumes, et puis des chardonnays classiques. Non, là l'idée, c'est d'aller chercher des domaines qui travaillent. Ici Saint-Alette, ici on est dans la Barossa, donc on est donc dans la partie méridionale, et ici on va avoir un assemblage. Alors on va avoir la Syrah, qu'on appelle là-bas la Shiraz, mais associée à d'autres cépages, donc du Grenache, et le Touriga comme au Portugal. Vous voyez, donc c'est assez original. Le mélange est assez complexe. Association, oui. Voilà. Des vins de Californie, Marimar Estate. Là, on est au nord de San Francisco. Alors là, on va retrouver du chardonnay et du pinot noir, mais on va aussi parler du terroir, parce que la Russian River, par exemple, au nord de San Francisco, avec le courant de Humboldt, va apporter de la fraîcheur, et ces fraîcheurs, on va le ressentir sur la Russian River. Par conséquent, on va avoir des vins de pinot noir qui vont être merveilleux, et qui peuvent parfois concurrencer même nos Bourgognes. Voilà. Au niveau des prix aussi, hein, je vous rassure tout de suite, les prix ne sont pas vraiment des bas prix. C'est pour ça que les vins de Bourgogne aussi résistent très très bien. Et la Bourgogne est quand même le pays du pinot noir. Voilà. Et le pays du pinot noir. Voilà, et puis bien entendu, au-delà de ça, on a aussi quelques spiritueux. Mais bon, là, c'est encore une autre démarche. Et on a aussi des vins doux naturels. Alors, les vins doux naturels ici de Banyuls, en l'occurrence, donc on retourne dans le Roussillon. Oui. Avec les Banyuls. Du Maury, j'en ai plus actuellement parce que ça connaît un grand succès et je suis en rupture, mais le Maury et les Banyuls sont des vins doux naturels qui peuvent rivaliser avec les grands Porto. Et puis quelques liquoreux, évidemment, des Montbazillac, des Côtes du Layon, et quelques liquoreux de chez nous, même si on n'est pas très spécialisé, on commence à avoir des petites choses un peu amusantes, avec des vignerons qui s'amusent à faire des vins, comme ici, couleur d'automne. Couleur d'automne. Voilà, qui est en fait un marcelan, cépage métis. Parce qu'ici, l'INRA et les agronomes ont une grande place dans la région. Et ils ont mis, il y a quelques années, au point un cépage, qui est en fait issu de 2 cépages, qui s'appelle le marcelan. Hein. Et avec ce marcelan, ils s'amusent justement à le laisser mûrir sur souche et à le récolter plus tardivement. Et ils en font un liquoreux, qui est très intéressant d'ailleurs, et qui reste d'un bon rapport qualité-prix, puisqu'on est sur des vins qui sont à 12 € la 50 centilitres, donc on peut se faire plaisir avec un liquoreux. On peut découvrir autre chose aussi. Oui, et puis découvrir des accords intéressants. Ouais. D'accord, intéressant. Parce que les liquoreux, on les mettait un petit peu sur l'apéritif, on les réservait au foie gras, mais avec des fromages, ça va très très bien. Mais pas seulement avec du roquefort. Hein, vous y mettez par exemple un vieux parmesan, un stilton, vous y mettez un vieux comté, des pâtes, vous voyez, une bonne tome des Pyrénées, voilà, ça se marie très très bien aussi. Je vous remercie de nous avoir partagé votre passion et je vous dis à très bientôt. Avec grand plaisir. Merci d'avoir suivi notre JT et maintenant nous allons trinquer à votre santé.